Dans la vidéo d'aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on regarde d'où je viens pour voir, dans le fond, comment est-ce que je me suis sortie du trou. Si tu sais pas de quoi je parle, en fait, j'ai fait une vidéo où est-ce que je disais que je m'étais mis dans les dettes, 50 000 $ de dettes pour devenir entrepreneur. Je vais mettre la vidéo juste ici si jamais tu l'as pas encore vue. Il y a 5 jours, j'ai acheté ma première maison en payant justement le cash down que je devais payer, le 20%. En fait, je l'achète avec mon conjoint, donc c'est 10% de la valeur totale de la maison, mais quand même, j'avais le cash down, donc dans mon compte pour pouvoir payer le cash down de la maison. Hey, je tourne en rond, hein. Quand est venu le temps de signer, il y a 5 jours, en fait, quand j'ai signé pour la maison, je me suis mis à pleurer après avoir tout signé les papiers, tout ça. Puis la propriétaire se demandait pourquoi, en fait, l'ancienne propriétaire se demandait pourquoi je pleurais. Puis je disais, vous savez pas à quel point, il y a 3 ans et demi, je pensais jamais que j'allais être capable un jour de m'acheter une maison parce que justement, il y a 3 ans et demi, je revenais de Vancouver pour habiter chez mes parents à Québec, étant donné que j'étais justement très endettée et que je voyais pas la façon de m'en sortir. Puis 3 ans et demi plus tard, pour être capable d'avoir été capable de rembourser ces dettes-là, je les ai pas remboursées à 100%, by the way. Tout ce qui est des prêts étudiants, je rembourse encore le minimum étant donné que de toute façon, je peux déduire les intérêts sur mon impôt. Mais de dire que je suis revenue de Vancouver il y a 3 ans et demi avec 50 000 $ de dette et que là, je suis capable de m'acheter justement une maison pas seule. Donc quand même, tu sais, pour moi, c'est vraiment un gros pas. Puis, ben, pour l'occasion, j'ai décidé de revisiter une vidéo que j'avais faite il y a peut-être 2 ans où est-ce que j'expliquais justement comment est-ce que je me suis retrouvée avec 50 000 $ de dette en partant mon entreprise, puis peut-être des choses justement que tu peux éviter en voyant dans le fond mon expérience. Je dois dire qu'il faut encore que je fasse attention parce que j'adore tout ce qui est formation. C'est probablement un syndrome de l'imposteur un peu où est-ce que j'ai toujours l'impression que si je suis une nouvelle formation, ben, je vais être encore plus confiante, puis mes clients vont en bénéficier justement parce que je vais aller chercher plus d'informations puis je vais avoir plus de connaissances. Ce qui est tout à fait vrai, je pense encore que c'est vrai, mais je pense aussi que je suis le type de personne qui va me cacher derrière des formations. C'est-à-dire... ah non, il faut que j'apprenne telle chose avant de pouvoir offrir ce service-là. Ah, il faut que je suive telle formation, que je lise tel livre avant de vraiment bien grasper ce concept-là. Puis, dans l'ère actuelle, où est-ce que c'est comme l'ère de l'information et de la formation, ben, je pense que ça peut être dangereux justement parce qu'on a toujours l'impression qu'on a besoin, qu'on est comme à une formation près d'atteindre en anglais, ils disent le aha moment, où est-ce que t'as comme une éclair de génie, où t'as comme une révélation, où est-ce que t'es comme ah ok là je comprends vraiment. Puis ce que je me suis aperçue, puis là j'ai comme l'impression que je fais les choses à l'envers parce que j'ai pas encore regardé la vidéo, puis déjà j'ai des constats, mais quand même les constats me viennent présentement, donc je vais les partager avec toi. Donc qu'est-ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on va essayer quelque chose de nouveau, où on va se pousser à aller plus loin, de pousser justement nos aptitudes, nos connaissances et tout ça, c'est là qu'on va se sentir un petit peu dépourvu, puis on va avoir l'impression qu'il nous manque des trucs. Parce que c'est effectivement vrai, on est dans une nouvelle situation, on est hors de notre zone de confort justement, mais c'est aussi là qu'on peut grandir. Puis si on s'appuie toujours sur des formations, puis sur ce que les autres nous disent de faire, ben on sera jamais capable de découvrir notre vraie voix à nous, qu'est-ce qui nous distingue des autres et peut-être qu'on a une nouvelle façon d'approcher un service ou un produit ou de répondre à un problème. Puis si on se fie seulement à ce que les autres font, dans le fond, ce qu'on apprend dans les formations et leur expérience, bonjour Brutus, ben, on ne pourra jamais justement mettre au monde cette nouvelle idée-là. Donc, tout ça pour dire, je vais regarder la vidéo juste ici, puis je vais passer mes commentaires selon ce qu'on découvre, selon ce que j'ai dit dans la vidéo il y a 2 ans. Tu as probablement déjà entendu ça. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est un proverbe de merde. Mais je peux pas dire que c'est juste à cause de ce proverbe-là que je me suis ramassée avec 50 000 $ de dette. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. En réalité, j'ai plus qu'une part, j'ai la tarte au complet. Puis ça m'a pris tellement de temps pour le réaliser. Au début, je me disais, j'ai juste succombé aux tactiques des marketeurs, des
online experts, des entrepreneurs qui réussissent en dedans de quelques mois à faire des millions. Je me suis dit, dans le fond, que leur tactique avait fonctionné avec moi, puis c'était pour ça que je me suis retrouvée dans la merde. C'est vrai un peu, mais c'est pas toute l'histoire. En fait, si j'avais été moins pressée à faire de l'argent, si j'avais été plus planifiée, si j'avais été moins naïve, si j'avais été moins optimiste, je me serais pas mis autant dans le pétrin. Je me rends compte aussi, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé ici. Il y a beaucoup de personnes justement que j'écoutais, que je suivais sur les interwebs. Puis je pense pas justement que ce soit nécessairement juste à cause de ces personnes-là, mais je dois dire que la grande majorité, si c'est pas toute la gang, c'était des hommes. Puis bien que les hommes, je vous aime bien, je pense que vous êtes plusieurs à vouloir prendre des shortcuts et faire de l'argent avant l'humain. Puis là, je suis comme réticente à dire ça, mais je pense que c'est quand même important que vous réfléchissiez à ça, autant les hommes que les femmes en fait, mais tu sais, je continue à avoir des pubs justement de d'autres gourous, puis ça me tape ses nerfs justement à quel point c'est comme j'ai la solution pour toi. Il n'y a pas une solution qui va comme régler à 100% ce problème-là pour tout le monde. Puis c'est ça que je suis tannée un peu là, avec l'ère justement de l'information et de la formation, comme j'ai dit, c'est qu'on a l'impression que parce que quelqu'un a réussi, ou en fait même pas, que quelqu'un nous dit qu'il a réussi, que ça fait en sorte qu'il y a comme la clé du succès, il y a le secret, puis il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, moyennant évidemment un certain montant d'argent. Puis moi, par exemple, je sais que je suivais beaucoup Gary Vaynerchuk. J'ai arrêté de le suivre. Puis c'est vraiment pas parce que c'est un charlatan, là, vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais c'est parce qu'il a dit à un moment donné quelque chose à une femme, puis je me rends compte que je suis influençable. Il a dit à quelqu'un, pourquoi au lieu de partir justement ton agence de marketing, dans le fond, c'est un peu ça que je fais présentement, moi, mais j'ai pas une agence parce que je veux avoir seulement moi comme employé, donc j'ai pas d'employé, donc c'est pas une agence, mais en tout cas, en offrant des services marketing, si tu es vraiment bonne, pourquoi est-ce que tu pars pas ton entreprise justement où est-ce que tu vas vendre quelque chose qui est autre chose que du marketing, mais que tu vas vraiment pousser, dans le fond, le marketing pour ton entreprise et non pour des clients. Parce que, par exemple, si tu vends un produit, ben, tu as des consommateurs et non des clients. La relation est différente. Donc, ça l'a toujours trotté comme en arrière de ma tête. Donc, tu vas voir, là, j'ai lancé plusieurs projets comme j'aime les appeler. C'était des entreprises, en fait, là. C'était comme des projets d'entreprise. Puis, je changeais souvent d'idée, oui, parce que je voulais avoir de l'argent, mais aussi parce que je me disais tout le temps, il y a probablement quelque chose de mieux que je peux faire. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté justement d'écouter ces gourous-là. Et Gary Vaynerchuk en fait partie, c'est un gourou marketing, mais je dirais que lui, au moins, il a les chops pour backer tout ce qu'il dit. Mais bon, on continue. On saute maintenant à 2016-2017 où est-ce que je partais des projets. Quand je dis projet, tu peux le voir comme une entreprise. La seule raison pour laquelle j'utilise projet au lieu d'entreprise, parce que je trouve ça un petit peu prétentieux de dire entreprise quand il y a un seul de mes projets qui a généré des revenus. Donc, j'étais encore prof à Vancouver au secondaire, puis je partais des projets justement pour quitter ma job. Donc, dans mes temps libres, je travaillais sur mes projets, mais je trouvais tout le temps que ma job de prof me prenait la majorité de mon jus de cerveau, puis que finalement mes projets récoltaient juste les miettes de ce qui me restait, soit en fin de journée ou la fin de semaine. Puis je trouvais que mes projets, en travaillant de cette façon-là, ben ça avançait pas. J'ai aussi entendu plusieurs experts qui disaient que il faut vraiment croire à 100% dans ces projets, puis que l'idéal, c'est vraiment de brûler les ponts derrière nous pour démontrer à l'univers et à nous-mêmes qu'on est vraiment convaincus que ça va marcher. Parce que si on fait pas ça, c'est comme si on était à moitié enceinte. Ouais, ce truc-là, le truc des ponts, là, de brûler les ponts, ça m'a vraiment fait mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mal. Parce que chaque fois qu'un projet fonctionnait pas, je me disais, OK, c'est parce que j'y crois pas assez. Je mets pas assez comme all-in 100%. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Puis ça a été difficile pour moi de passer par-dessus ça, justement parce que, comme cette année, en 2021, justement, je suis repartie à mon compte, mon entreprise, si on veut.
un autre projet. Puis là, ça fonctionne super bien. Sauf que je l'ai fait de façon un peu plus intelligente. Mais c'est pas de ça dont on parle ici, mais bon, je pense que c'est un truc important à ajouter. Bref, si tu veux que ton projet lève, faut que tu fasses juste ça. C'est donc ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. J'ai mis toute mon énergie, tout mon temps, tout mon argent dans mes projets. Puis il faut dire aussi que j'en ai eu une panoplie de projets. L'affaire, c'est que je devenais de plus en plus stressée de faire de l'argent et de plus en plus stressée par mes échecs. Il y a ça, mais il y a aussi quelque chose que je pense que je mentionne pas dans la vidéo, c'est que je faisais beaucoup de trucs pour partir justement mes projets, mes entreprises, comme dans le back-end, si on veut, mais je faisais rien concrètement qui était comme front-end, où est-ce que vraiment j'allais à la rencontre des gens puis que je testais mon projet justement. C'était beaucoup comme dans ma tête, puis tu sais, des concepts, puis beaucoup de travail justement sur mes sites web. C'est probablement pour ça que je suis très bonne justement pour la rédaction des sites web, parce que j'en ai tellement écrit justement pour mes projets à moi. Je dois en avoir écouté pour vrai. Je dois en avoir écrit pour vrai 7-8 projets comme quand j'étais à Vancouver, donc 7-8 sites web comme au complet que j'ai créé pour moi-même. Ouais, donc c'est quelque chose que j'ai pas parlé, là, que je testais pas vraiment. J'allais pas à la rencontre des gens pour avoir leur input. C'était beaucoup justement dans ma tête puis les grands concepts. Juste pour te donner une idée, c'est pas une liste complète, exhaustive, mais c'est juste pour te donner une idée de qu'est-ce que j'ai fait. Je vais la lire ici, là. J'ai commencé avec We Are Freenagers, qui était du unschooling, qu'on appelle pour les ados. Ensuite, j'ai eu Whole and Bold, qui était, en fait, j'étais la Self-Confident Coach. Ensuite, j'ai eu No BS School. J'avais décoré la voiture que j'avais à l'époque avec un caca puis une mouche. C'était vraiment beau. Ça, c'était Life Coach pour les ados. Ensuite, My Chihuahua and Me, c'était des vêtements avec dropshipping, avec Printful. J'ai eu une vente, puis je capotais ben raide. C'est des beaux leggings. Je pourrais vous les montrer un petit peu plus tard si vous voulez. En fait, je vais mettre une image ici. Ensuite, c'était Obsessed Girl. C'était aussi des vêtements avec dropshipping. Cette fois-ci avec Art of Wear, qui sont à Montréal. Vraiment une belle entreprise. Ensuite, il y a eu Marie Média, qui était du marketing pour designers et les boutiques, des petites boutiques. Donc, j'ai eu 3 contrats avec ça. J'utilisais en fait qu'est-ce que je connaissais déjà, le marketing, puis ça a très bien fonctionné pour le nombre de temps que j'ai fait ça, en fait, je devrais dire. Ensuite, j'ai fait Furry Marketers. J'ai de la difficulté à le dire. Peut-être pour ça que j'ai la difficulté à vendre mes services, hein, pour ça. C'était du marketing pour les pet businesses, donc les entreprises en lien avec les animaux. Juste préciser, parce que j'ai dit Marie Média, ça fonctionnait bien pour le temps que j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 3 ou 4 mois, où est-ce que je contactais, dans le fond, par courriel, les entreprises dont j'ai mentionné, là, c'était des designers puis des petites boutiques, des boutiques comme Pignon sur rue, où est-ce que c'est pas des chaînes, évidemment. Il y en a vraiment beaucoup à Vancouver, puis j'avais déniché comme une belle liste. Donc, je leur envoyais un courriel, puis ça a super bien fonctionné. Ce que je leur proposais, c'est d'avoir un café gratuit avec moi, où est-ce que j'échangeais avec eux pour découvrir c'était quoi leur histoire, justement pourquoi ils avaient parti leur entreprise, puis tout ça, c'est quoi la mission, les valeurs. Puis dans le fond, je leur offrais après ça, je créais comme de toutes pièces une évaluation de leur marque, donc de leur marque en ligne, parce que qu'est-ce que je disais, c'est que c'est une chose d'avoir une boutique puis de créer une expérience là et un message de marque, mais comment est-ce que vous êtes capable de traduire ça sur les médias sociaux, sur votre site web, des choses comme ça, donc en ligne, donc voir si c'était cohérent, puis ça a super bien fonctionné comme je disais, c'est ça. Par la suite, quand j'ai parti le truc que j'ai de la difficulté à prononcer, le Furry Marketers, qui étaient des trucs pour les animaux, donc des cliniques vétérinaires, des refuges, des trucs comme ça. La raison pour laquelle j'avais parti ce projet-là, c'est que à l'époque, mon ancien chum, mon ex dans le fond, était en processus d'achat en fait d'une clinique vétérinaire, parce qu'à Vancouver, c'est quelque chose qui est possible. Vous n'avez pas besoin d'être vétérinaire pour être propriétaire d'une clinique vétérinaire.
Donc, il est en processus justement de faire ça. Et moi, évidemment, j'allais m'occuper de tout ce qui est marketing et ressources humaines. Donc, je voulais comme joindre ça avec d'autres clients, dans le fond. Donc, c'est pour ça que au lieu de focusser sur les boutiques et les designers, ben là, je focusais sur les cliniques vétérinaires et tout ce qui est en lien avec les animaux. Donc, petite précision ici. Le problème, c'est pas juste que l'argent rentrait pas, c'est que l'argent sortait. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose, que la raison pour laquelle mes projets ne levaient pas aussi vite que je voulais, c'est qu'il me manquait une notion, que si j'achetais un livre, si je suivais une nouvelle formation, si je m'abonnais à tel membership, là, ça allait fonctionner. Enfin, j'allais trouver comme l'élément manquant. Je pense que c'est surtout un manque de confiance en moi, puis à quelque part, je pense que c'est bon justement que j'ai passé à travers cette expérience-là où est-ce que j'ai parti plein de projets et que ça l'a pas fonctionné. Ça l'a fait en sorte, par contre, que j'ai eu peur, justement, en 2021, quand je suis partie à mon compte. J'ai eu quand même peur parce que je me disais, est-ce que je vais me retrouver encore dans cette situation-là? Puis, si tu es entrepreneur, si tu penses devenir entrepreneur, je pense qu'à un moment donné, oui, c'est bon justement de brûler les ponts. Non, c'est pas vrai. C'est pas bon de brûler les ponts selon moi. Je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais selon mon expérience, c'est pas bon. C'est bon de travailler beaucoup sur ta confiance, par contre, puis de dire oui, je vais comme all-in, pas de ah ouais, mais tu sais, je pense pas que ça va marcher, tatati tatata. T'as confiance en toi. Quand tu parles à tes clients, tu dois avoir confiance en toi et tout ça, puis savoir aussi que tu vas être capable de trouver l'information ou la réponse à la question si jamais le client te pose une question ou tu arrives pour faire quelque chose, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vas être capable de trouver l'information. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie de confiance en soi qui ne doit pas être juste liée à tout ce qui est connaissance ou en tout cas plutôt formation. Parce qu'il va toujours avoir quelque chose que tu es capable que tu peux apprendre pour justement perfectionner tes connaissances. Il y a toujours quelque chose. On peut tous s'améliorer. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous, tout ça, qui a plus d'expérience, qui a plus de connaissances. Faut pas que ça t'arrête de te lancer. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je m'excuse dans cette vidéo aussi, je vais vraiment de tout bord, tout côté, mais j'ai tellement d'émotions comme par rapport à ça aussi que c'est un petit peu plus difficile, disons, pour moi d'avoir une discussion droite, si on veut, là, ou linéaire. Le pire là-dedans, c'est que je cherchais un peu la formule magique, puis je me pensais intelligente, parce que je me disais, justement, je dépense pas dans des trucs inutiles, je dépense vraiment pour mon savoir, pour mon avenir, puis tu sais, j'investis en moi-même, c'est ça que je fais, puis c'est quelque chose que j'entendais souvent parler, justement, ceux qui vendaient des formations, c'est important d'investir en soi, t'es ton plus grand asset et tout ça, puis tu sais, j'y croyais, puis j'y crois encore. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est ce que je me suis aperçue en me mettant dans la merde, oui, mais je me suis aperçue que à un moment donné, il faut arrêter de chercher la réponse à l'extérieur de soi, puis il faut apprendre à s'écouter aussi là-dedans. Justement, je fais beaucoup de rédaction de sites web dernièrement, puis des pages de vente et tout ça. Puis là, j'ai vu une formation passer, en fait, plusieurs formations d'une entreprise. Puis là, je me suis comme dit, oh mon Dieu, je devrais suivre ça justement parce que il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de cette formation-là, des notions que je ne connais pas encore. C'est ça, que je ne connais pas, puis je fais comme un disservice à mes clients, étant donné que je connais pas cette information-là, mais que je les aide avec la rédaction de leur site web, ça fait comme pas de sens. Par contre, je me suis rendu compte justement que j'ai beaucoup ce réflexe-là, justement d'aller chercher des formations et de l'information. Donc, je me suis dit que j'allais focusser plus sur tout ce qui est méditation. Là, je vais peut-être en perdre quelques-uns et quelques-unes, mais c'est mon expérience, c'est ce que je pense qui est mieux. Puis je pense que c'est pas assez, comme on n'en parle pas assez dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'aller chercher les informations à l'intérieur de soi. Parce que même si, tu sais,
on entend beaucoup d'informations, puis même des informations contradictoires dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas justement une seule vérité. Il y a l'expérience de certaines personnes et tout ça, puis on peut apprendre justement à voir c'est quoi qui est possible en entendant l'expérience des autres personnes. Mais c'est pas par exemple parce que moi, dans mon entreprise, comment je vais chercher par exemple des clients, par exemple, si moi je vais chercher des clients avec les groupes Facebook, ben c'est pas parce que moi ça fonctionne super bien que pour toi ça fonctionnerait super bien. Il n'y a rien qui t'empêche d'essayer, mais ça ne veut pas dire que parce que moi je fais ça qu'il faut absolument que tu fasses ça, puis même que ça va fonctionner. On a une source de réponse qui est gratuite, puis si on veut vraiment comme agir en tant qu'entrepreneur, leader et vraiment comme créatif dans le sens qu'on fait les choses à notre façon et non comme une copie de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut apprendre justement à aller s'écouter, à taire tout ce qui est le bruit autour, puis à voir comme, OK, qu'est-ce que je sens que je devrais faire justement? Pas qu'est-ce que je pense que je devrais faire, qu'est-ce que je sens que je devrais faire? Devrais faire. De quoi est-ce que mon entreprise a besoin? De quoi est-ce que mes clients ont besoin? C'est ça, vraiment pour voir l'entreprise et les relations avec les clients comme des trucs qui sont humains. Tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, on fait de la business avec un humain. Même si tu fais du B2B, c'est quand même avec une personne. C'est pas l'entreprise qui signe, c'est des humains qui prennent la décision. Donc, grand aparté, on continue. Donc, je veux juste te lire un peu quelques-unes des solutions que j'ai essayées qui n'ont pas fonctionné pour moi. Évidemment, encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, mais bon, ça va donner une idée. La première fois, le premier gars, en fait, qui m'a convaincu de ses prouesses, ce serait Ty Lopez. J'ai tout le temps de la misère à le dire. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée à un live event de 3 jours à Los Angeles, qui était organisé par lui. Puis sincèrement, ça coûtait rien, là. Je pense que ça coûtait 100$ ou 200$ pour les 3 jours de formation. Donc ça, c'était vraiment rien. Mais évidemment, là-bas, ils veulent te vendre plein de choses. Bon, il y a ça. Après ça, j'ai embarqué dans son Ty Lopez. Encore, il vendait un programme qui s'appelle The Accelerator Program. Ouh là là, pas facile à dire. Donc, j'ai embarqué là-dedans. Ça, c'était une coupe de 1000$. Ça, à part me faire perdre de l'argent et du temps, ça m'a rien donné. Ensuite, j'ai embarqué dans Female Entrepreneur Association. Ça, c'est un membership que j'ai quand même bien aimé. C'est à peu près 40$ par mois. Puis il y a des bonnes formations quand même intéressantes là-dessus. Ensuite, j'ai embarqué dans le Business Network International. Ça s'appelle des BNI. Donc, je participais à plusieurs. Des fois, je remplaçais généralement des gens dans plusieurs, c'est pas des régions, des chapters, ce qu'on appelle. Donc, il y a eu pas mal de dépenses là aussi. Évidemment, il fallait être habillé d'une certaine façon. Donc, il y a eu de l'argent qui a été dépensé là, mais c'est ça. Je disais tout à l'heure que j'ai pas dépensé vraiment en vêtements. C'est peut-être faux un peu parce qu'il fallait quand même que je look the part quand j'allais rencontrer des gens. Puis il y avait quand même des gens affluents là, qui étaient là. Ensuite, Real Talk Summit, qui était un événement qui a eu lieu à Vancouver, puis Gary Vaynerchuk était là. Donc, c'est pour ça que moi, je suis allée. Puis si tu regardes la vidéo, j'ai mis un lien dans mon blog post, si tu veux voir, là, si tu veux lire en fait le blog post complet, je vais mettre le lien dans la description, puis tu vas avoir le lien vers la vidéo avec Gary Vaynerchuk, puis je pose une question et je suis excessivement stressée. Ça n'a aucun bon sens, mais bon, ça fait bien rire maintenant. Ensuite, j'ai investi dans ClickFunnels, qui aide supposément les sites à avoir un funnel de vente, dans le fond. Ouais. Quand même cher, il me semble que c'est comme 100$ par mois si je me trompe pas. C'est fou, je suis capable de voir à quel point j'étais nerveuse justement à faire cette vidéo-là parce que je parle d'argent dans le fond dans cette vidéo-là. Juste ma difficulté à prononcer justement les programmes, tu vois comme que ma voix est prise à l'intérieur puis à quel point je suis mal à l'aise d'en parler. Puis c'est drôle parce que, en fait c'est pas drôle du tout. J'ai encore beaucoup de difficultés quand vient le temps de parler d'argent. Justement, ça fait 5 jours, j'ai acheté
j'ai acheté ma maison avec mon conjoint, puis quand venait le temps de parler de comment on allait diviser justement les dépenses, puis tout ça, peu importe comme qu'est-ce qui est dit dans ces conversations-là, je deviens super nerveuse. C'est complètement débile. Puis je dois énormément travailler justement là-dessus parce que tu le sais peut-être, tu sais, on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat encore de mindset, pas de growth, du mindset d'abondance. Puis justement, ça peut faire en sorte de te limiter dans les revenus que tu fais dans ton entreprise. Si tu veux en faire plus, là, c'est pas nécessaire toujours. En fait, c'est pas nécessaire, ça ne doit pas nécessairement être ton objectif, c'est ça que je veux dire. Donc, je dois encore travailler là-dessus, mais on y arrive tranquillement. Juste à regarder cette vidéo-là, je suis vraiment plus loin justement dans mon journey. T'sais, c'est ça, je pourrais vous montrer tantôt, là, vous faire un petit tour de ma maison si vous êtes curieux, mais c'est fou à quel point changer ton mindset, puis changer aussi ta confiance en toi, la valeur que tu vois en toi, dans tes compétences. Puis aussi, tu sais, ça va avec la confiance en soi, mais tu sais, le courage d'aller de l'avant, puis de vouloir relever des défis et de dire, si jamais ça fonctionne pas et c'est tout, j'aurais appris quelque chose. On continue. Puis ensuite, une tonne de livres, autant des livres usagés que des livres neufs. J'en ai acheté un shitload. Puis le pire, c'est que comme je suis déménagée de Vancouver à Québec, ben j'ai pas rapporté tous mes livres parce que maudit c'est lourd, puis j'ai déménagé en avion. Mais en plus de ces dépenses-là, il faut aussi dire que c'est ça, j'habite à Vancouver. Donc c'est pas la place où est-ce que ça coûte le moins cher habiter, évidemment. Puis chaque vendredi soir, c'était date night. Donc, on allait au restaurant. Puis aussi, on magasinait, on faisait souvent notre épicerie à Whole Foods, que plusieurs appellent Whole Paycheck. Ouais, peut-être qu'on aurait dû, en fait, que j'aurais dû arrêter d'investir là-dedans. Mais c'est tellement bon, du bio. Tu sais, quand je disais que je dépensais pas vraiment, là. Donc, peut-être que tu comprends mieux là maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour survivre? En fait, c'est que j'ai fait qu'est-ce que la majorité des humains qui ont un excellent crédit peuvent faire. C'est que j'ai utilisé tout le crédit que les banques m'offraient, étant donné que j'avais tellement un bon crédit. Donc, ils m'offraient ça gentiment sur un plateau d'argent. Puis moi, je me suis dit, ah, ben, s'ils me l'offrent, ça doit être parce qu'ils me font confiance, parce que j'ai les moyens de l'utiliser. Puis en plus, les experts disent souvent d'utiliser UPM, OPM, ouais, OPM, Other People's Money. Puis ben, c'est ça que je faisais dans le fond en utilisant l'argent des banques, non? Donc au total, voici la dette que j'avais. J'avais une marge de crédit de 10 000 $ pleine, carte de crédit Desjardins 10 000 $ pleine, carte de crédit TD, la première de 3 000 $ pleine. Carte de crédit TD2, 5 500 $ pleine. Juste dire ça, là, je le sens, là, mon cœur commence à battre plus vite, plus rapidement. J'ai de la difficulté à parler, comme vous pouvez le voir. Je deviens super sentimentale. Sentimentale? Sensible? J'ai de la difficulté à trouver mes mots, à utiliser les bons mots. Ok, on se calme. Donc, tout ça pour dire que pendant 1 an et demi, j'ai vécu sur le crédit. Ce que je faisais dans le fond, c'est que je payais seulement les montants minimums, puis ça me donnait l'impression d'encore être en contrôle de mes finances, puis que tout était correct dans le fond, parce que je payais mes minimums, j'étais capable de payer mes minimums. Une autre chose que j'ai à ajouter en plus à ma dette, parce que là, tu dois te dire, ben là, Marie, à un moment donné, tu dois avoir réalisé, ça m'a pris du temps. Parce que même pendant cette période-là, j'ai vendu ma belle voiture qui était Volkswagen GTI rouge que j'adorais. Je l'ai vendue parce que dans le fond, j'allais plus travailler à l'école, j'étais plus prof, donc j'en avais plus besoin. Donc je l'ai vendue. La seule chose, c'est que j'avais un prêt auto et l'argent de la vente, dans le fond, je ne l'ai pas utilisé pour rembourser plutôt mon prêt auto. Je l'ai utilisé pour continuer à survivre. Donc, je continuais à avoir des paiements d'auto sans avoir de char d'encours. Le prêt auto était de 10 400 si je me souviens bien, puis à la fin, il me restait 3 500 à payer, sans que j'aie de char. Oui, je pense aussi, une des choses qu'il faut se rendre compte, c'est qu'une fois que tu as commencé à être endetté
ajouter une dette de plus, tu sais, je sais pas c'est quoi le total de tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, là, mais disons que c'était 35 000. Une dette de 5 000 de plus, c'est comme, on dirait qu'une fois que c'est déjà amorcé, tu t'es déjà dit que t'as des dettes, puis que t'es correct avec ça. Puis je pense que c'est le danger, justement, je pense que je vois ça un peu comme, puis là, je vais peut-être me faire des ennemis, là, mais tu sais, des fois, je vois des gens dans la rue, puis je me dis, avec clairement de l'embonpoint, puis je sais qu'il y en a qui passent à travers des trucs difficiles dans leur vie, puis je veux dire, je connais pas leur histoire. Mais des fois, je me dis, crème, il me semble que tu dois arriver à un moment où est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, tu prends, je sais pas, moi, tu prends 100 livres. Puis là, tu dois te dire, crime, OK, ce serait peut-être le temps de faire quelque chose, tu sais, au lieu de se rendre après ça à, je sais pas, 200 livres de plus, quelque chose comme ça. Puis, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que moi, j'ai vécu avec les dettes. Parce que justement, tu te dis peut-être, crime, à un moment donné, c'est ça, tu vas catcher, là, faut que tu arrêtes. Puis on dirait que c'était comme pas un big deal d'ajouter un petit peu plus d'argent sur la dette parce que j'étais déjà endettée. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un peu la même chose. Quand t'acceptes un petit montant, une petite quantité, que ce soit de poids supplémentaire ou peu importe de quoi, je pense que quand t'acceptes cette petite quantité-là, d'en ajouter toujours un petit peu plus, je pense que ça devient très facile parce que, c'est ça, parce que tu l'as accepté, donc c'est pas... ça vient pas changer grand-chose. C'est ça, là, on va vraiment voir, justement, j'ai dit au début de la vidéo que ça fait 3 ans et demi, dans le fond, que je suis revenue à Québec, dans le fond, de Vancouver. Puis là, on arrive justement à ce moment-là. Je l'ai dit, habiter à Vancouver, ça coûte cher, puis je veux pas que ce soit... Je veux pas trop l'utiliser comme excuse, mais c'est quand même une réalité. Donc, j'avais de la difficulté à avoir de l'argent pour mes dépenses de base, pour mes dépenses générales, pour survivre. Donc, il restait pas grand-chose pour rembourser mes dettes. Mais j'étais pas toute seule dans l'équation. J'avais un chum, j'avais 2 chiens. Je me sentais tellement prisonnière de mes finances, de ma situation, de ma vie là-bas. Il n'y a rien de mieux dans ce temps-là, quand on est mêlé à ce point-là, que de retourner dans ta ville natale pour voir famille et amis. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé les derniers points Aéroplan que j'avais, le bon côté d'utiliser autant de carte de crédit, pour, c'est ça, pour visiter ma famille et mes amis pendant 2 semaines en décembre 2017. Fast forward à la fin de mon voyage, à la fin de mon 2 semaines, je suis dans l'avion qui m'amène de Québec à Montréal, puis ensuite j'ai un autre vol de Montréal à Vancouver. Je suis à côté du hublot. Le hublot est à ma gauche. J'écoute de la musique. Je me mets à brailler. Pas pleurer, là. Brailler. Comme impossible d'arrêter. Là, je deviens gênée parce que je me dis, crème, les gens vont me regarder, vont me dire qu'est-ce qu'elle a, elle, pourquoi qu'elle pleure, puis tout ça. Puis je suis vraiment pas du genre à démontrer mes émotions, en fait, ce type d'émotion-là, de vulnérabilité totale en public. Donc là, je me dis, Marie, reprends-toi, les gens te regardent. Arrête de pleurer. Hein. Mais comme ça marche pas, je peux juste pas. Je me dis, je dois être juste fatiguée. Prendre l'avion, ça me stresse tout le temps. J'ai toujours peur d'arriver en retard. Donc la nuit, avant un vol, je dors pratiquement pas parce que je suis stressée de pas me réveiller à temps. Donc je me dis, c'est probablement juste ça. Tu sais, les affaires qu'on essaie de se faire croire. Mais en arrivant à Vancouver, je comprends. Je comprends que je veux retourner au Québec, aux frettes. On se rappellera que c'est l'hiver. Je me sens pas bien, je veux pas être là-bas. Puis là, je me dis, comment je vais faire pour dire ça à mon chum? Surtout que je voulais pas qu'il revienne avec moi. Donc, le 10 janvier 2018, je suis retournée habiter chez mes parents à 32 ans. J'étais complètement détruite. J'avais perdu vraiment beaucoup de poids. J'étais stressée 24 heures sur 7. 24 heures sur 7. 24 heures par jour, 7 jours sur 7, oui, ça fait plus de sens. Je suis même allée à l'urgence à Vancouver parce que je faisais une crise de panique. Une autre raison pour laquelle j'étais détruite, c'est que... Donc, une autre raison pour laquelle je me sentais détruite, c'est que je me sentais mal d'avoir mis fin à une relation de 7 ans de façon aussi abrupte, de pas m'avoir écoutée, de pas avoir écouté mon instinct. Qu'il a fallu que je craque.
Donc oui, qu'il a fallu que je me mette à brailler dans un avion pour me rendre compte que j'étais malheureuse. Je m'en veux d'avoir... Je m'en veux encore d'avoir manqué autant de respect envers moi, de pas m'avoir écouté, de pas avoir pris soin de moi avant, puis d'avoir tout gardé en dedans. Si j'avais pas attendu aussi longtemps, j'aurais probablement fait moins mal aux gens autour de moi, j'aurais été moins égoïste. Mais je pense que j'étais rendue au point où est-ce qu'on dit, tu sais, comme dans les avions, on dit faut que tu mettes ton masque en premier pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Ben, je pense que j'étais rendue à ce point-là. Fallait que je m'aide en premier, parce que sinon, j'aurais pas été capable de supporter personne d'autre. Tu sais, quand je dis que j'avais perdu beaucoup de poids, je suis pas une fille qui est grosse à la base, comme je suis quand même petite, là. Puis c'est ça, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids parce que j'étais très anxieuse. Je vais juste en parler, puis j'ai goût de pleurer encore. J'étais très anxieuse, justement, puis si t'as déjà vécu de l'anxiété, c'est que, tu sais, en tout cas pour moi, là, je veux pas dire que c'est pareil pour tout le monde, mais pour moi, c'est un peu comme quand tu sais que, c'est nono, là, mais quand tu sais que t'as un exposé oral à donner à l'école, justement, au secondaire, puis tu sais, là, t'es comme stressé, t'as les papillons, puis tu sais, pendant toute la journée, comme tu files pas. Puis, fait que c'était comme ça, mais tout le temps, comme 24/7, comme j'ai dit dans la vidéo. Puis, ça fait en sorte que c'est difficile de manger parce que c'est... Moi, je trouvais, en tout cas, que c'est tout le temps comme si je sentais que j'étais pleine. J'étais pas capable de sentir, premièrement, tu sais, là, quand t'as faim, là, tu sais, t'as quand même une sensation à l'intérieur. J'étais pas capable de sentir ça. Puis chaque fois que je mangeais, que j'essayais de manger, je prenais comme 2 bouchées, puis c'est comme si j'avais plus le goût de manger parce que j'étais tellement pognée ici, ça bougeait tellement que c'est comme s'il y avait plus de place. Puis même la fois où est-ce que j'étais allée, justement, j'en parle dans la vidéo, quand je suis allée à l'hôpital, parce que j'avais comme une crise de panique, j'avais justement dit à l'infirmière qui était là que j'avais perdu du poids, puis elle avait dit ouais, c'est vrai qu'il faudrait pas que t'en perdes plus. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, je sais que je suis pas grosse, là, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais j'étais, si je me trompe pas, j'étais à 103 livres. 103 livres, je pense. Puis mon poids régulier, comme là, je dois être à 110, 115. Ce qui est mon poids comme normal, si on veut. Fait que tu sais, il y avait quand même une bonne différence, là. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai parlé, là, justement, un petit peu plus tôt dans la vidéo, de s'écouter en tant qu'entrepreneur, puis aussi aller chercher l'information à l'intérieur de soi. Parce que, tu sais, je me suis perdue aussi beaucoup là-dedans, puis je pense que c'est parce que je me disais, ah, tu sais, j'ai pas les connaissances pour faire ça par moi-même, puis c'est pas vrai. Parce que oui, il y a une partie de business que je connais pas, mais je suis capable de l'apprendre. Je suis capable de l'apprendre, puis aussi en y allant avec mes forces et qu'est-ce que je connais déjà. Par exemple, moi, le marketing, je connais, ça fait 10 ans que je travaille là-dedans, là. Donc, en y allant avec mes forces, avec ce que je connais déjà, ben j'ai beaucoup moins de risques. Puis là, j'ai complètement oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. Fait qu'on va, on va continuer la vidéo. Je suis donc retournée habiter chez mes parents à 32 ans pour 6 mois pour avoir une chance de rembourser mes dettes. Puis sérieusement, là, j'y serais jamais arrivée sans eux. Je le sais. Ils m'ont aidé énormément. Mon Dieu, je m'émotive encore. J'y serais jamais arrivée sans eux. Puis en plus, ma relation avec eux était moins belle avant cette étape difficile de ma vie. Juste pour ça, je suis vraiment contente. Je veux dire, je suis vraiment contente de m'être endettée de 50 000 $. Peut-être pas à ce point-là, j'aurais probablement pu faire autre chose puis me rapprocher quand même de mes parents, mais bon, s'il a fallu ça pour y arriver, c'est correct. Ouais, mes parents m'ont vraiment beaucoup aidé, énormément, puis ils continuent même à m'aider. C'est des gens excessivement généreux. Pourquoi je te motive de même? Puis je pense aussi, tu sais, j'ai dit, je m'en veux parce que je me suis pas écoutée, mais je m'en veux aussi parce que
j'ai caché tout ça à mes parents parce que quand ça allait pas bien puis que j'étais dans la merde financièrement parce que je voulais pas les stresser parce que je sais que ma mère a été excessivement stressée puis qu'est-ce que je trouve plate justement c'est que je me suis rendue tellement loin que quand je suis revenue ma mère m'a avoué que en fait elle m'a dit qu'est-ce que j'ai fait de mal tu sais fait je pense qu'il y a ça aussi c'est que tu sais, le fait que je me sois ramassée aussi dans la merde, mes parents pensaient qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient fait de pas correct ou quelque chose qu'ils n'avaient pas fait qu'ils auraient dû faire. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile aussi de faire sentir mes parents comme s'ils avaient échoué pendant que c'était aucunement de leur faute. Puis j'espère qu'aujourd'hui, ils savent là, que c'est vraiment pas de leur faute. Puis je sais qu'ils sont super contents pour moi. Justement de m'être mis sur pied financièrement, émotivement aussi, même si je pleure. Ouais. On continue. Mais là, je vais te dire les dettes que j'avais quand je suis arrivée chez mes parents, soit en janvier 2018. Donc, ma marge de crédit, 10 000 pleine, comme je disais. Carte de crédit TD, la première, 3 000. Carte de crédit TD 2, 5 500. Carte de crédit Desjardins, 10 000 hey, ça, c'est un gros morceau. Prêt auto, il me restait 3 500, donc le solde. Prêt étudiant, le premier, il me restait 8 000 le solde. Prêt étudiant 2, le solde était de 10 000. Donc le total, c'est un beau 50 000 J'ai réussi à tout rembourser, en fait, présentement, sauf mes 2 prêts étudiants qui sont encore, qui courent encore, là, présentement, qui sont encore à rembourser. Ils courent encore, mes prêts étudiants, mais je ne stresse pas avec ça. Comme je disais, je déduis, dans le fond, les intérêts sur mes impôts, puis je suis bien à l'aise avec ça. Mais c'est pas ces montants-là, évidemment. Là, j'ai réussi à diminuer ces montants-là au fil des mois. Ah, j'avais pas remarqué que c'était la fin de la vidéo. Donc, oui, un beau petit recap. Oui, j'ai dit que j'allais vous faire visiter ma maison. Donc, je vais le faire. Je vais vous faire un petit tour. Donc, notre magnifique entrée. Puis là, vous allez voir ici... Ça, c'est censé être comme le salon normalement, mais nous, on veut faire autre chose avec cette section-là. Puis comme on n'a pas encore terminé d'aménager, ben là, c'est un petit peu le débarras ici. Mais bon, en principe, ça devrait être un salon, mais il va falloir que tu t'abonnes à ma chaîne pour voir qu'est-ce que je fais finalement avec cette pièce-là. Par la suite, on a la cuisine, puis excuse le bordel, là, pour vrai, comme je te dis, on a déménagé il y a 5 jours, donc c'est déjà beau que ce soit aussi cute que ça, selon nos standards à nous. Donc, on a plusieurs choses à changer, mais bon, ça te donne une idée de tout le recyclage qu'on a. Notre cuisine, bon, on a la belle cour à l'arrière, très cool pour les animaux, puis on a même un spa ici. Puis ça, c'est une partie super tripante, c'est le garage. Mais qu'est-ce qui est trippant, c'est que bientôt, on va avoir un gym d'escalade à l'intérieur parce que mon chum est vraiment un grand passionné d'escalade. Moi, je fais aussi de l'escalade, mais pas de façon aussi passionnée que lui. Mais évidemment, je vais utiliser son mur pareil. Fait que quelque chose d'autre que tu vas voir sur ma chaîne, si tu t'abonnes, tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ici, bon, laveuse sécheuse, super trippant. La partie la plus trippante probablement. Bureau de mon chum que je vais pas te montrer pour ça parce que c'est à lui. J'ai pas d'affaire à montrer ça. Maintenant, mon bureau à moi, qui est en principe, c'est censé être la chambre des maîtres, mais j'ai décidé de l'utiliser pour mon bureau. Donc, grand garde-robe. J'ai mon divan ici avec ma petite bête qui est juste là. Allô, mon coco! Ici, j'ai installé mes choses comme à l'habitude. Puis là, ici, là, je sais pas si tu avais vu dans mes anciennes vidéos, mais j'ai une machine à dactylo, puis c'est celle de ma grand-mère qui est décédée, mais elle écrivait avec ça. Donc, je trouve ça très à propos, étant donné que je suis rédactrice web. Je trouve ça super à propos d'avoir ça ici. Les cadres qui sont pas encore installés. Là, c'était mon spot, justement, tantôt, je t'ai installé là pour faire la première partie de cette vidéo-ci. Ma belle vue avec la maison bizarre en face. Mon espace bureau. Puis on a moi ici, avec des belles shorts et des bas. Ok, on continue. Bon, salle de bain, très cool ici. J'aurais dû allumer les lumières avant. Oh, pas ça. On a un beau bain ici, même si on a
un spa à l'extérieur. Je pense que c'est super intéressant pour nous d'avoir ça ici. Puis là, la douche, là. Faut qu'on parle de la douche. Je sais pas si ma caméra va rendre justice à la beauté de tout ça. Donc, il y a comme deux jets, là, si vous voyez ici, là. Il y a celui qui est comme, je sais pas trop, le bain de pluie ou pluie de douche, douche-pluie. Puis on a ça ici. Mais sérieusement, c'est très cool. Tu sais, il y a un espace ici, puis j'ai testé la patente avec un verre de vin et aussi avec du café, puis c'est très cool. Je peux le mettre là et prendre ma douche en même temps, tout en sirotant mon vin ou mon café. Encore moins, justement. Hein? Bon, on va aller en bas. En bas, c'est pas la partie la plus cool, là, parce que c'est pas encore vraiment finalisé, mais bon. Là, je vais peut-être fermer ça pour que tu puisses mieux voir. Bon, on voit pas, il y a un reflet. Ça, c'est une des toiles à mon chum. Elle est vraiment haute, là. C'est comme des montagnes. Parce que je trouve ça super cool. Mais là, on voit mal avec les reflets. Là. Bon, quand on descend en bas, on a comme... Ici, on va faire notre vrai... Oups! Ici, on va faire notre vrai salon où est-ce qu'on s'installe justement pour écouter la télé. On veut le réinstaller parce que, évidemment, tout ce qu'on a amené, nous, on était dans 2 appartements. Puis là, on met ça dans une maison. Puis bon, c'est dépareillé. Il y a plusieurs meubles qu'on voulait changer. Donc, tout ce qui est ici, dans le fond, on veut le changer. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas se presser parce que, justement, on veut pas faire des grosses dépenses puis vouloir changer 2 ans après. Juste dire ici, là, si tu te demandes, ça, c'est pas pour Brutus, c'est pour Chuck, qui est le nouveau frère, en fait, de Brutus. On va probablement le voir tantôt. Je sais pas, il est où, en fait. Donc, ici, on a le garde-robe de Ced. En fait, un autre espace de rangement parce qu'on a bien des bébelles, malgré qu'on était dans 2 apparts, là. Bon, deuxième salle de bain. C'est sûr, un peu moins cool que l'autre, mais tu sais, je veux dire... on a quand même des choses. Là, c'est quand même intéressant, puis c'est encore le bordel. Évidemment, je rappelle qu'on a déménagé il y a 5 jours. Ça, c'est notre chambre qui est vraiment pas cool, mais je voulais juste voir si j'étais capable de te montrer Chuck. Ah, il est peut-être en haut. Ça, c'est où est-ce que Brutus dort, parce qu'il veut se cacher de Chuck, justement, qui fait pas mal de bruit, du mischief, comme dirait mon chum. Donc, je vais aller voir où Chuck, puis je vais vous le présenter. C'est bien ce que je pensais. Je passais trop vite tantôt. Chuck, il est là. Il est couché dans un des coussins à Brutus à l'envers. Hein? Ah ben oui, hein? Tu faisais des gros dodos. Puis là, j'ai vu que Brutus s'en venait. Oh, il est reparti dans le bureau. C'est sa place favorite ce temps-ci parce qu'il peut se cacher là. Oh, viens nous voir, ouais! Je te remercie beaucoup d'avoir écouté, puis je t'encourage... Je te remercie... Brutus! Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire pour ce qui est de ma chaîne. Normalement, je parle de marketing et de copywriting et je fais une vidéo par semaine. J'ai skippé la semaine passée étant donné que, bon, je déménageais, mais je suis persuadée que tu vas me pardonner. Donc, si le marketing et le copywriting sont des sujets qui t'intéressent, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne immédiatement. Puis, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!